Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le point. Je suis tombé sur un article de l'Argus qui était vraiment top et se posait une question. Et je trouve leurs articles, c'est au-delà de l'actualité, c'est vraiment des choses posées. Et ils se sont posés donc la question. Donc là, c'est au mois pour le coup d'octobre, qui achète encore des voitures diesel. Donc, on va rentrer après dans le détail. Comme je l'ai expliqué, en fait, j'avais déjà fait une première vidéo et en fait, on va rentrer en off parce qu'il y a des super graphiques qui l'expliquent. Mais au-delà de l'explication, qui achète encore du diesel? Est-ce que c'est des particuliers? Dans quelles conditions? Quelles sont les marques? Ça, c'est super intéressant qui proposent surtout encore du diesel. Parce que c'est pas que l'acheteur, de toute façon, veut plus acheter du diesel. C'est vrai que l'essence ou le diesel sont pratiquement au même prix, mais il n'y a plus d'offres. Donc, il y a encore certainement une demande, mais parce que c'est vrai que le diesel reste beaucoup moins consommateur que l'essence pour les mêmes performances. C'est vrai qu'on peut avoir un rendement, c'est vrai que le diesel a un meilleur rendement que pour le coup l'essence. Pour le coup, la vidéo, je vais essayer de la faire la plus objective, mais subjectivement, honnêtement, je n'aime pas du tout le diesel pour différentes raisons. Déjà par rapport à l'essence, en fait, en termes de dépollution, c'est quand même une catastrophe. Le diesel, donc, pour la pétrochimie, c'est aussi une catastrophe. C'est quelque chose qui est fait, qui est, si on peut dire naturel, encore moins naturel, enfin, qui est vraiment pas faire plus chimique. Et au final, on a bien vu que les constructeurs ont essayé de dépolluer au maximum avec des filtres à particules, avec des AdBlue, avec des FAP, etc. Ça n'a jamais marché. Et finalement, le fait de diluer, de filtrer, finalement, il semblerait que ça soit encore pire. Donc les solutions apportées par l'industrie suite à cette invention, c'était de Mercedes, hein, je crois, donc sur le diesel, c'est intéressant, c'est vrai, ça a toujours été intéressant économiquement en termes de rendement. Tu prends par exemple un 2 litres, moi le seul que j'aimais bien, j'avais un ami qui l'avait et j'avais essayé, ça marche assez fort grâce notamment au turbo, un turbo en bas, un turbo en haut, donc les BMW, tu as un 2 litres qui fait pratiquement 200 chevaux, entre 170 et 200 chevaux, que tu arrives à tirer d'une manière assez fiable, et on est aux alentours des 5 litres. Et c'est vrai qu'avec le diesel, mis à part quand on est un petit peu plus en ville, que tu sois sur autoroute, que tu sois en stabilisé, etc., tu es aux alentours de 5 litres. Allez, 6 grands max, mais chez BM, tu es à 5 litres pour pratiquement 200 chevaux. Pour avoir 200 chevaux, c'est vrai, pour une essence, il va falloir pas forcément toujours un V6, mais il va falloir aussi un 2 litres, donc turbo, et un TFSI par exemple, mais même chez BM ou d'autres, pour un 2 litres, on va être quand même plus près des 10 litres. Donc 10 litres au 100, 5 litres, 10 litres. Allez, 8-9 litres. Je vais être gentil, mais on descend pas en dessous, 7, c'est pratiquement impossible et ça peut s'envoler. Alors autant le diesel, même si tu as un pied lourd, tu vas peut-être pouvoir monter à 6 litres, 7 litres, mais pas plus. C'est vrai qu'un essence, tu peux aussi monter à 10, 11, 12. Donc c'est pratiquement le double. Tant que la fiscalité, je rappelle que la fiscalité sur le diesel est toujours plus encore avantageuse que l'essence. Normalement, en Suisse, par exemple, le diesel est plus cher que l'essence, mais le diesel a toujours été favorisé. C'est marrant qu'aujourd'hui, l'électrique soit favorisé, si on peut dire. Ça énerve donc ces personnes qui roulent en diesel de deuxième, troisième, quatrième main, parce que ça aussi, il faut le dire, les commentaires que j'ai ou qu'on a éventuellement dans le monde, si on peut dire, de l'électrique, donc négatif, hein, je parle des commentaires négatifs, c'est vraiment très faible, c'est des personnes qui n'achètent pas neuf, parce que si tu veux, qui achète encore des voitures diesel neuves actuellement en France? La personne qui a un budget soit d'achat, soit de crédit, soit d'un leasing de 500 euros, de 40 000 euros, 30 000 euros, donc on avait déjà fait un comparatif, je pense que je le mettrai à ce moment-là au-dessus, tu vois, clairement, il se pose la question, j'ai plus de diesel, est-ce que je continue à prendre un essence ou un hybride, ou est-ce que je vais directement à une électrique avec un coût qui est quand même beaucoup moindre? Donc on va passer en incrustation parce que le pourcentage est passionnant, les pourcentages, là, les graphiques, etc. Et je trouve, donc juste en dessous, on a le positionnement encore du top 10 des marques, les plus fortes proportions donc en diesel. Donc c'est hyper aussi encore intéressant. Et ça montre aussi, bizarrement, les marques
qui ont le plus de taux de diesel, c'est les marques qui n'ont pas fait encore, si on peut dire, l'effort sur l'électrique, ils sont en fin de course de toute façon sur le diesel. Le diesel, de toute façon, l'Union européenne, la France l'a glorifié avec PSA et Renault pendant des années et des années. Encore une fois, c'était pas normal que le diesel, donc les taxes ne soient pas les mêmes que sur l'essence. Et aujourd'hui, donc le véhicule thermique, c'est vrai, est fortement malmené. Donc tu auras deux solutions. Soit tu attends. Si tu n'as pas les moyens de changer malheureusement de véhicule donc neuf, tu attendras d'occasion un véhicule peut-être électrique, et encore il y a des aides, parce que c'est vrai que même un véhicule thermique, mais même diesel aujourd'hui fiable, propre, ça grimpe très vite, c'est plus 5 ou 10 000 euros par exemple, avant de clarifier la situation, tu avais des 508 RXH, ça doit être encore le cas, hein, mais des nouveaux modèles récents, comme, je ne sais pas, un 3008, ou ça peut être un modèle Renault, et les espaces encore sont un petit peu moins élevés. Je ne parle même pas de BM et de Mercedes qu'on va parler donc juste après. Ça s'envole, les cotes sont en train de monter parce qu'il y a une rarification. Donc la personne qui achète en deuxième ou en troisième main, soit il va conserver son ancien véhicule et puis c'est pas grave. Sauf que logiquement, la logique, hein, moi je suis la logique économique. Si tu prends un véhicule diesel, c'est que tu fais à peu près 30 000 km par an. Donc si tu l'achètes, mettons, à 100 000, bon, s'il fait déjà 400 000, ça sera déjà très bien. Bon, dans 10 ans, le véhicule est censé donc être rincé. Parfois, ça vaut pas le coup de le réparer parce que quand on arrive à des sommes astronomiques sur des injecteurs, le turbo, les AdBlue, les filtres à particules, c'est aussi ça le problème du véhicule diesel. Et puis, c'est arrivé sur l'essence où on a trop d'avaries. Et c'est la discussion qu'on avait eue aussi à un moment donné. Est-ce que c'est intéressant d'avoir sur un véhicule électrique une boîte de vitesse? Personne n'était pratiquement pour. Moi, je pouvais penser que ça pouvait être intéressant, mais a priori, ça serait pas le cas. Et le véhicule électrique, mis à part avoir une très bonne gestion, un très bon châssis, batterie, moteur, et on va dire grossièrement c'est fini. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe exactement. Il y a les BMS, il y a les systèmes, il y a la pompe à chaleur, il y a le refroidissement, il y a la gestion, mais c'est, on va dire, surtout au niveau du moteur, c'est relativement simple. Là, au-delà du bonus qui est une usine à gaz, surtout pour les 100 euros, surtout pour l'année prochaine, de ce qu'ils vont écarter, c'est le diesel, c'est vraiment une véritable usine à gaz. Mercedes est en première position pour la proportion de diesel par exemple, et il faut savoir que leur 2,2 litres qui était super bien, aujourd'hui la chaîne c'est une simple chaîne au lieu d'une double chaîne par exemple, elle casse et le moteur est mort. Ou alors tu sais que avant les 200 000, préventivement, tu en as pour 2 à 5 000 euros en fonction de si tu le fais chez Mercedes ou ailleurs, parce que de toute façon, tu n'es plus sous garantie. Mais pour des personnes qui font par exemple 50 000 à 100 000 km par an, ça va être quand même assez régulier. Allez, c'est parti, trêve de plaisanterie. Je vais faire des petits screens et puis on va commenter ça ensemble. Comme tu peux le voir, donc, qui achète encore du diesel en 2023? On a le diesel, l'électrique, donc l'essence, le micro-hybride et puis les hybrides. Donc sur le diesel, c'est encore quand même les entreprises et puis LLD, donc beaucoup de locations. Clairement, les particuliers ont déserté. Ils sont en fait par analogie, ils sont de l'autre côté, ils sont en direction de l'électrique. C'est, on va dire, tout à fait normal. C'est grâce essentiellement au bonus qui dope les particuliers. Les entreprises sont présentes, mais quand même beaucoup moins. Donc on a aussi donc l'essence, l'hybride et puis l'essence classique. On retrouve essentiellement les particuliers, mais il y a encore des entreprises. Alors pour le coup là c'est vraiment encore plus intéressant. C'est que même si le particulier est vraiment parti sur donc l'électrique, sur la partie donc hybride rechargeable, c'est clairement les entreprises
Donc ils sont à la fois encore sur le diesel, pas réellement, tu vois, sur l'essence. Donc l'essence, à mon sens, va malheureusement disparaître et les entreprises vont passer du diesel à l'hybride très certainement rechargeable, alors entreprise et LLD, pour, on va dire, c'est horrible à dire, les frileux. Donc les constructeurs n'ont pas peut-être fait assez d'efforts, le gouvernement non plus n'a peut-être pas fait assez de pédagogie là-dessus, parce que c'est bien beau de payer, c'est bien beau de faire des bonus importants, mais à force de nous parler comme des enfants, à force aussi de parfois mentir, eh ben la parole de l'État n'est pas toujours bien perçue. Donc c'est pour ça qu'il faut remettre le débat devant les personnes en faisant de la pédagogie, en expliquant, mais aujourd'hui on voit que ce n'est pas fait. Et d'une manière globale, le total, c'est pour moitié les particuliers. Alors on a les administrations qui sont en plein milieu. Je ne sais pas, tu me diras ce que c'est le violet pour 8000, à moins que le bleu et que ça soit donc le violet, mais c'est essentiellement loueur, entreprise, LLD, donc on va dire les pros. Donc les pros sont essentiellement pour moitié et les particuliers pour l'autre moitié. Et on voit bien donc que les particuliers sont partis directement sur le bonus et donc l'électrique. Et pour le moment, au-delà des loueurs, les entreprises sont restées une partie pour le diesel et pour l'autre directement en hybride rechargeable. Alors pour ce graphique-là, je trouve que c'est hyper intéressant, c'est pour ça que je voulais vraiment te le montrer en incrustation. On voit 2022 et 2023, malgré qu'il y ait eu plus de ventes, hein, c'est normal, hein, parce qu'on était quand même parti de bas depuis 2008, 2009, etc. On a quand même une baisse significative, voire très importante du diesel, hein, pratiquement finalement de moitié, c'est-à-dire que là on est sur 10 ou 20%, mais il y a une augmentation de 10 à 20% des ventes. Donc en fait, plus de ventes et moins de proportions pour 2023. Le violet, donc l'essence et le micro-hybride, a gagné finalement les parts du diesel, tu le constates bien, a rogné même les parts finalement un petit peu de l'autre côté, et tu as l'électrique, on peut pas dire qu'il s'envole, mais qui prend encore aussi donc des parts supplémentaires, l'hybride et l'hybride rechargeable, surtout on va dire l'hybride, qui continue d'augmenter, alors que c'est vrai que l'hybride en essence hybride, c'est quand même relativement des véhicules chers. Des fois, je suis assez étonné que certains de nos compatriotes ne passent pas donc avec une électrique sur un bonus, mais ça on pourra en reparler. Malheureusement, ça ne sera peut-être pas toujours donné à tout le monde, notamment en immeuble, en HLM, ou de bien se poser les bonnes questions et d'avoir des véhicules avec une recharge ou une autonomie qui soit assez suffisante. Alors là, ce graphique, pareil aussi, quand même magistral. Mercedes, donc proportion du diesel ça représente pratiquement la moitié encore de leur vente. Donc le top 10 des marques avec la plus forte proportion de diesel, c'est ce que je te disais donc en introduction. Je me demande comment en plus c'est possible, mis à part le 1,5 litre Renault DCI, donc qui est dans certains véhicules, hein, les classes A, les classes B, etc., qui est très fiable, qui avait été revu, qui est très fiable. Le 2,2 litres par contre, c'est une catastrophe aujourd'hui. C'est vraiment à éviter, en plus avec les problèmes d'AdBlue, et on voit les vilains petits canards. Heureusement que Mercedes s'est aligné sur ses concurrents avec le QA et le QB. Skoda, on voit toujours c'est difficile. BM, Audi, Alfa Romeo, Peugeot, DS, Seat, Citroën et Volkswagen. Donc là, tu as vraiment les marques encore premium, hein, pour beaucoup, hein. DS se dit premium, Peugeot, Alfa Romeo, Audi, BMW, Skoda et Mercedes. Et pour moi, ils ont complètement loupé le virage. C'est-à-dire que quand c'est ton métier et vraiment que tu t'intéresses à l'automobile, tu vois quand même que ça pousse au niveau du gouvernement. Tu vois quand même qu'il y a des débauches constantes pendant 10 ans de chez BM qui partent chez Tesla, et puis là il y en a qui partent de chez Tesla qui vont dans d'autres industries. Tu commences quand même à te poser des questions. Donc ça va réagir un peu tardivement, mais on peut considérer des fois qu'ils sont un petit peu largués. Et puis, un petit dernier pour la route, comme on dit. Là, on a le top 20
des véhicules les plus vendus en diesel. Donc tu comprends bien que la 308, la i308, ça va être compliqué. Pour le moment, Peugeot se satisfait de vendre de la 308 en diesel, avec notamment de mémoire, c'est le nouveau moteur, le 1,5 litre. On va avoir quand même le Dacia Duster, mais qui va s'arrêter. On va avoir aussi le 3008, mais comme tu le sais, le nouveau, il n'y aura plus de diesel, il y aura micro-hybride, hybride rechargeable, et puis après ça sera de l'électrique. La 208, je trouve, je l'ai déjà dit, et là c'est totalement subjectif, c'est une hérésie d'avoir des diesels qui sont des citadines, ou éventuellement même une compacte. Donc Peugeot 2008, je pense qu'aussi, à mon sens, c'est une hérésie totale. Je vois des voisins qui roulent en diesel, ils font à peine 5 à 10 000 km par an. Un diesel, c'est pas fait pour ça, surtout avec un FAP, un filtre à particules. Ça se bouche, c'est une idiotie totale. Clio, pareil, une stupidité totale. Sauf encore une fois, tu achètes une Clio, que tu fais 30 000 km. Je n'ai rien à dire là-dessus. Mais si tu fais 5 000 km par an avec ton DCI, c'est n'importe quoi. Une Mégane, les C3, les Tiguan, les C5, pourquoi pas? Alors, c'est vraiment la seule avec le 3 minutes, mais la C5 aussi va s'arrêter. Renault Trafic, le GLC, ça peut aussi se comprendre. C'est vrai que les Français et les Allemands, c'était les professionnels du diesel. Ça, c'est quand même une bonne chose pour l'électrique. C'est qu'on va être débarrassé bientôt des diesels parce que ça claque, ça fait du bruit, ça pue. Franchement, c'est vraiment, je te l'ai dit, ça sera une vidéo clairement subjective parce que y en a marre. Il y en a vraiment marre de ces véhicules qui polluent énormément, qui franchement qui n'ont qu'une utilité, que ça soit économique sur l'autoroute, et c'est ce à quoi ça sert, et ça n'a rien à faire en fait ce type de véhicule clairement en ville. Donc voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, on aura fait un petit décryptage, et puis si tu regardes bien la vingtaine de véhicules qu'il y a là actuellement, la moitié passe de toute façon soit à l'électrique directement, soit vont faire de l'essence, mais de toute manière, il y aura plus de diesel, ça va être finito.